bonjour à tous. Donc effectivement, on va peut-être commencer par se présenter. Donc Camille Ruiz, moi je travaille à la mission réforme de financement à la DGOS. Et donc on va vous faire cette présentation à 3 voix. Bonjour, moi je suis Thomas Cohn, je suis le chef du bureau qui s'appelle R4 à la DGOS, qui est en charge des prises en charge post-aiguës, de pathologies chroniques et donc de la santé mentale. Et bonjour à tous, Bastien Fage pour l'ATIH dans l'équipe financement et analyse économique. Donc notamment, je travaille notamment sur la réforme de la psychiatrie. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc on a un temps, je crois, qui est assez long, donc on va avoir le temps de vous faire un vrai point d'étape sur la réforme et puis de prendre aussi des questions. On a structuré la présentation en gros 3 parties, les 2 premières étant assez courtes, et puis on va essayer de se passer la parole, et puis Lati pourra compléter sur certaines parties. On va redémarrer, alors on s'excuse aussi par avance, on sait qu'il y aura peut-être de la redite par rapport aux années précédentes, mais je crois qu'on est dans une réforme aussi qui est assez complexe, et comme vous le disiez, qui est work in progress, donc on va aussi représenter les fondamentaux, le principe de chacun des compartiments, donc il y aura de la redite, et puis à chaque fois en essayant de vous donner un éclairage effectivement sur là où on en est aujourd'hui et quels sont les travaux à venir. Donc une première partie où on va revenir sur le contexte, là on va être très très rapide, et puis surtout la structure du modèle. Ensuite on vous propose rapidement de vous revenir sur les modalités de financement 2022, la sécurisation, et puis très concrètement les prochaines étapes en termes de conduite de la réforme. On pourra peut-être à ce moment-là prendre un petit premier temps de questions. Et puis en une troisième partie plus détaillée où on va s'arrêter sur chacun des compartiments, donc des 8 compartiments, avec notamment des focus un peu plus détaillés sur la dotation populationnelle, sur la dotation fil-active et puis sur la partie qualité. Donc le pourquoi de la réforme, là je pense que vous le connaissez, mais c'est toujours intéressant de rappeler les objectifs et qui ensuite se déclinent dans la structure du modèle. Alors les grands objectifs de cette réforme, ils sont de réduire les inégalités territoriales et régionales. C'était déjà des sujets forts en psychiatrie et qui se traduisent par la dimension populationnelle du modèle. Donc c'est vraiment l'objectif premier, c'était de réduire les inégalités, de pouvoir structurer l'organisation territoriale, tout en reconnaissant aussi et en permettant aux établissements de financer tout ou partie de l'évolution d'activité en introduisant un compartiment qui reconnaisse le poids des files actives. C'est un modèle qui est combiné avec, vous le verrez et vous le savez, plusieurs compartiments très ciblés, parce qu'il y avait aussi la volonté, au-delà de ces grandes ambitions, de pouvoir conserver des financements dédiés et qui puissent soutenir toute la dimension recours, innovation, les logiques de transformation et de recherche, et d'avoir un modèle qui reste dynamique et qui puisse soutenir ces dynamiques-là en termes de structuration de l'activité, d'innovation. Et puis l'intégration de la dimension qualité, où là on était sur une tendance plus large au champ de la psychiatrie, mais qui est l'intégration dans les modèles de financement de dimension qualité, avec le dispositif IFAC, on y reviendra, et qui était jusqu'à cette année appliqué aux autres établissements et pas encore aux établissements de santé mentale. C'est une réforme qui s'inscrit aussi dans une feuille de route plus large des réformes de financement et qui fait suite aux travaux de Ma Santé 2022, avec des objectifs d'harmonisation des modèles de financement et de travailler sur ce qui a été appelé ces modèles combinés qui permettent d'articuler plusieurs modalités de financement, de ne pas se dire qu'il y a un modèle, une réponse unique, plusieurs modalités de financement pour répondre aux différents objectifs. Donc le modèle de financement tel qu'il est aujourd'hui défini et tel qu'il est aujourd'hui mis en œuvre, puisque la réforme de la psychiatrie est officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il comporte 8 compartiments. Alors le premier qui s'affiche là, c'est le compartiment de la file active, donc la dotation file active. Le compartiment majoritaire qui est celui de la dotation populationnelle, qui, on va y revenir bien en détail, mais destiné à réduire les inégalités de ressources entre territoires et qui répond vraiment, c'est peut-être l'évolution structurelle qu'on retrouve dans tous nos modèles de financement, l'intégration de cette dimension populationnelle. C'est vraiment une nouvelle modalité de financement qui n'existait pas jusque-là et qui a vocation à mettre en face de ne plus raisonner en logique strictement d'offre et de financement de l'offre, mais d'avoir une approche par le besoin et d'avoir un questionnement autour de quel est mon besoin de prise en charge en santé mentale sur un territoire,
qu'est-ce qui détermine ce besoin et quel est le niveau de ressources et donc de financement que je dois mettre en face. Donc vraiment une approche un peu nouvelle. Et puis, je vous le disais, des compartiments ciblés qui représentent des poids plus réduits. Le compartiment, on va les détailler, donc je passe vite tout à l'heure. Le compartiment activités spécifiques, le compartiment nouvelles activités, le compartiment transformation, et puis 2 compartiments qualité, le compartiment IFAC et le compartiment qualité du codage. Un principe fort qu'il faut retenir et qui est très important dans la mise en œuvre de la réforme de la psychiatrie, qui est très spécifique à cette réforme, c'est la possibilité de venir faire varier le poids des compartiments, les poids respectifs entre dotation populationnelle et dotation file-active selon le secteur d'établissement. Donc vous le voyez, c'est pour ça que les poids là, on a un plus ou moins 78, plus ou moins 15. C'est des poids qui sont aujourd'hui pas arrêtés, surtout qui peuvent être différents et qui seront laissés à la main de chacun des secteurs d'établissement. Pourquoi ? Parce qu'on avait des historiques de financement très, très différents et une volonté de pouvoir articuler ce modèle de financement avec l'existant et avec les besoins de chacun des secteurs. Une petite diapo parce que quand on présente la réforme et quand on en échange ensuite avec les établissements, il y a parfois un petit peu de confusion qui peut s'opérer entre les poids qui sont affichés ici et qu'on a beaucoup repris dans la présentation de la réforme. Ces poids étant le poids des compartiments dans l'objectif de dépenses psychiatrie. C'est-à-dire, nous, niveau national, comment on découpe notre enveloppe de dépenses pour la psychiatrie. Ce n'est pas des poids que vous allez retrouver au niveau de chacun des établissements. Chacun des établissements n'aura pas dans son financement exactement ces poids-là. Tout simplement parce que, par exemple, les compartiments ciblés, qui sont en bleu un petit peu plus clair en haut, ne vont pas s'appliquer nécessairement à tous les établissements. Le compartiment nouvelles activités, par exemple, finance des appels à projets. Un établissement qui n'est pas un instant T, qui n'a pas répondu, qui n'est pas engagé dans un appel à projet, n'émarge pas au compartiment nouvelles activités. Et c'est le cas de ces 4 compartiments ciblés, activités spécifiques, nouvelles activités, transformation et recherche. Les 3 autres compartiments, enfin les 2 qualités, la dotation file-active, dotation populationnelle, sont communs à tous les établissements. Mais les autres compartiments dépendent des activités réalisées et des besoins ou des financements à un instant T. Donc vous avez cet élément-là de variation, et puis l'élément de variation, je vous le disais, par secteur, où le poids ne sera pas le même entre la partie file-active et la partie populationnelle. Donc c'était pour illustrer, en prenant 3 exemples, qu'en réalité, dans le financement, la structure de financement des établissements sera très dépendante de leur profil. Donc le premier exemple peut être un établissement ex-DAF, donc avec un financement populationnel prépondérant, et avec un établissement qui, justement, réaliserait des activités spécifiques, aurait des nouvelles activités, etc. Et donc là, émarge la quasi-totalité des compartiments. Vous pouvez avoir un établissement ex-DAF qui, lui, a uniquement de la dotation populationnelle, DFA, qualité du codage et IFAC. Et puis, on vous a mis aussi un établissement ex-OQN, où là, très probablement, le choix sera fait d'avoir un compartiment dotation file-active majoritaire. Donc, vous voyez des poids qui sont différents. Et on ne retrouve donc pas strictement les poids qui sont présentés en structuration globale de la dépense de psychiatrie, ne signifie pas déclinaison stricte au niveau de ces pourcentages dans le financement de chacun des établissements. Alors, un rapide point d'étape, et puis ensuite, je vous disais, on va rentrer vraiment plus dans le détail de chacun de ces compartiments. Mais si on reste sur la photo d'ensemble, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Tout d'abord, ce qui est important de retenir aussi, c'est que ce modèle, il a été, je crois, le fruit, vous le disiez, de travaux. Nous, on arrive aussi peut-être un peu plus sur le sujet, mais on a quand même suivi, peut-être de manière plus indirecte, les travaux. Et il est le fruit de travaux maintenant qui remontent à plusieurs années et de travaux très étroits avec un groupe de travail et de co-construction, de concertation autour de ce modèle. Et dès le départ, il y a bien une volonté de le mettre en place de manière progressive, de ne pas venir bouleverser les équilibres ou perturber le fonctionnement des établissements. Et donc, le modèle est entré en vigueur, enfin la réforme est entrée en vigueur cette année, mais une année 2022 qui est une année transitoire pour accompagner justement la mise en œuvre du modèle, et une année où le financement des établissements a été totalement sécurisé. Donc on a eu une sécurisation totale
des recettes de l'année passée. Donc les établissements sont financés depuis le 1er janvier par une dotation provisionnelle d'un montant au moins égal aux recettes 2021. Cette année, elle est aussi, et surtout pour nous, une année de travail intensif pour terminer, achever les conditions d'application de ce modèle. On est en train, et on a encore devant nous, la publication de plusieurs textes d'application qui vont venir préciser le fonctionnement de chacun des compartiments et les modalités aussi d'allocation en région. On va y revenir. Donc une année vraiment consacrée à la mécanique du modèle. Les grands principes étaient fixés. Voilà, ils étaient fixés et dans le groupe de travail et traduits dans les textes. Cette année, c'est vraiment l'année de la mécanique, de la mise en œuvre, de rentrer dans le détail de chacun des compartiments, de l'allocation, et puis en parallèle d'outiller les ARS et de les accompagner, puisque c'est vraiment un des leviers très forts aussi de cette réforme, c'est la dimension populationnelle et la dimension régionale, puisqu'on a une grande part qui repose sur une allocation régionale, la structuration aussi des comités d'allocation de ressources en région, les nouvelles instances qui ont été créées avec une section psychiatrie qui aura un rôle clé dans l'allocation des compartiments. Donc une année 2022 vraiment consacrée à ces travaux-là. En fin d'année, on réalisera un comparatif entre l'application du modèle à blanc, on va vous détailler aussi, et les recettes versées, la dotation provisionnelle, ce qui pourra donner lieu au versement d'un montant complémentaire. Donc voilà pour 2022. Sur 2023 et 2025, sur toute la période, on restera sur une sécurisation très forte, puisqu'on sera sur une sécurisation de l'équivalent de la dotation populationnelle et de la dotation fil active. Donc si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, sur 90-95% des recettes. Et pour certains établissements, la quasi-totalité des recettes. Pourquoi aussi? Parce qu'il nous paraissait important que les autres compartiments beaucoup plus ciblés, qui financent de l'investissement, des appels à projets, de la qualité, puissent être alloués selon les modalités du nouveau modèle et ne pas rester figés sur des financements antérieurs, ce qui n'aurait pas vraiment fait sens et aurait été assez sclérosant pour tous les établissements. Donc 2022, sécurisation totale. 2023-2025, on passe dans le nouveau modèle, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, vous aurez bien une notification au niveau établissement des 8 compartiments du modèle, mais qui reste très sécurisé, très encadré, avec une sécurisation des 2 compartiments principaux, la dotation populationnelle et la dotation fil active. Je vous le disais, un des principaux chantiers sur lesquels on travaille et qui est devant nous et qui vient traduire justement la mécanique du modèle, c'est de publier d'ici la fin de l'année et tout début de l'année prochaine l'ensemble des textes d'application nécessaires au fonctionnement du modèle. Sans rentrer trop dans la mécanique juridique, on a en cours la révision du décret en Conseil d'État. Donc il y a le décret en Conseil d'État qui a posé un certain nombre de principes de la réforme, va être révisé, c'est en cours, c'est quasi finalisé. Et ça vient juste traduire certains ajustements du modèle, le principal étant le passage du calcul de la dotation fil active sur l'activité de l'année en cours et non plus sur l'activité de l'année précédente. Donc c'est le principal changement, et puis ensuite des ajustements plutôt sur la période transitoire et quelques intitulés ou de compartiments. On travaille, on a pu en partager là une première version avec le groupe de travail sur l'arrêté modèle, qui est l'arrêté qui vient décliner, surtout pour les compartiments plutôt dits nationaux, les règles de fonctionnement et les grands principes. Cet arrêté, il sera complété par un arrêté spécifique sur la dotation fil active et la qualité du codage. Et on vous précisera tout ça dans chacun des compartiments concernés. Et puis ensuite, on va avoir des instructions, donc 2 instructions. Une instruction dotation populationnelle et compartiments régionaux. Donc il y aura vraiment une partie importante sur la dotation populationnelle et qui va venir donner un pas à pas, ou en tout cas des étapes et des conseils pour l'allocation au niveau régional, la répartition au niveau régional de la dotation populationnelle. Et cette instruction comportera aussi des éléments sur les autres compartiments, essentiellement nouvelles activités, transformation et un petit peu recherche. Donc les compartiments plutôt à vocation régionale. Et une instruction dédiée un petit peu plus large, elle, que le seul sujet du financement, mais qui emportera aussi le sujet du financement sur la structuration de la recherche. Voilà, donc vous avez un petit tableau récapitulatif de chacun des compartiments, où est-ce que seront précisées les modalités de fonctionnement. On va vous le redétailler là en vous donnant
le détail par compartiment, mais vraiment à retenir un texte arrêté modèle qui fixe le cadre pour les compartiments surtout nationaux, un texte très spécifique, arrêté dotation file active et qualité du codage, dont la publication interviendra plutôt en fin d'année, voire tout début d'année prochaine, et en parallèle des instructions, une instruction compartiments régionaux et une instruction recherche. La principale étape devant nous, c'est justement de pouvoir préparer l'application du modèle à blanc 2022, qui se finalisera en mars 2023. Les grandes étapes, elles sont de calibrer les compartiments régionaux avec les ARS, donc tous les compartiments transformation, nouvelles activités, recherche dont on a pu parler. En parallèle, de finaliser les travaux sur la dotation file active et la qualité du codage. Vous le verrez, les principes sont posés, la structuration de la dotation file active est posée, mais il y a ensuite le travail de fixer concrètement par forme d'activité quelles sont les pondérations et de vraiment rentrer dans la mécanique et de fixer ces paramètres pour 2022. Découlera de ce travail aussi l'actualisation des dotations populationnelles régionales, puisque les régions ont eu transmission de première dotation populationnelle, mais qui remonte maintenant à plusieurs mois, voire, je pense, années. Donc on va avoir en décembre un travail, une fois qu'on aura finalisé le calibrage des autres compartiments, en miroir seront actualisées les dotations populationnelles régionales. Et donc en région pourra découler l'allocation à blanc pour 2022 de l'ensemble des compartiments du modèle. Et donc en mars 2023, alors pourquoi mars ? Peut-être le dire aussi, c'est que le dernier compartiment entre guillemets connu, c'est le compartiment à l'activité, la dotation file active. Et ce compartiment étant calculé à partir de l'activité de l'année en cours, l'activité de l'année en cours n'est connue qu'en mars de l'année suivante. Donc l'activité de l'année 2022 sera connue en mars 2023 et permettra donc d'allouer le compartiment dotation file active et le compartiment qualité du codage. Et donc c'est bien en mars 2023 qu'on aura la visibilité sur l'ensemble des compartiments au niveau établissement du modèle à blanc. À l'issue de cette allocation à blanc, donc on parle d'allocation mais j'insiste à blanc, donc qui ne donne pas lieu à financement ou à versement, sera effectuée une comparaison entre les recettes perçues, les recettes sécurisées, ce qu'aurait donné l'application du modèle, et quand il y a une différence en faveur de l'établissement, un montant complémentaire sera versé à l'établissement. Et en parallèle, voilà, je l'ai indiqué parce que on est là sur les travaux plutôt du pilotage national, mais en parallèle, se sont constitués, et les travaux démarrent, les sections psychiatrie des comités d'allocation de ressources dans toutes les régions. Donc, les sections psychiatrie se sont constituées, les premières réunions démarrent avec l'installation des comités et le lancement des travaux sur l'allocation des dotations populationnelles pour être prêts en mars 2023 et surtout d'ici mars 2023, pour réaliser une première répartition de cette enveloppe de dotation populationnelle. Donc, sur la suite de la présentation, on vous propose de s'arrêter sur chacun des 8 compartiments pour vous rappeler à chaque fois l'ambition, à quoi ce compartiment doit servir, les règles, comment ça fonctionne, et puis vous apporter des éléments de présentation plus détaillés ou d'actualité justement sur le reste à faire. Donc la dotation populationnelle, c'est le principal compartiment du modèle. Je vous le disais, c'est vraiment l'idée de mettre en relation l'allocation de ressources et la demande de soins sur un territoire, dans le cadre d'une enveloppe de financement dédiée. Donc on a une enveloppe de financement dédiée au niveau national pour ce financement populationnel. Bastien reviendra plus dans le détail sur comment cette enveloppe, on l'a répartie entre régions et quelle a été la méthode employée pour identifier les critères qui caractérisent et comment ça se décline ensuite dans le montant des enveloppes régionales. Les principes à retenir, c'est vraiment que cette dotation populationnelle, elle n'aura pas le même poids dans le financement des établissements selon leur statut, que justement on a un modèle national pour la répartition entre régions, mais qu'ensuite c'est bien un choix et une allocation qui se fait au niveau régional, puisque donc vraiment nous au niveau national on se contente entre guillemets de répartir les enveloppes entre les régions et de définir une trajectoire de rattrapage pour les régions les moins bien dotées. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que toutes les régions verront leurs moyens progresser, mais que le taux de cette progression sera plus important, sera plus rapide pour celles qui sont aujourd'hui, entre guillemets, défavorisées, c'est-à-dire pour celles pour lesquelles on estime que le niveau de ressources est le plus décalé par rapport à un niveau de ressources cible qu'on a déterminé à partir du besoin.
Donc voilà, dotation répartie par le national entre les régions, allocation ensuite au niveau régional qui revient vraiment aux ARS en concertation forte avec les sections psychiatrie des comités d'allocation de ressources. Toutes les régions voient leurs moyens progresser, mais donc certaines plus vite que d'autres. Les critères qui ont été définis et ces trajectoires de progression, on va les définir pour 5 ans. Et on s'est fixé dans les textes une échelle temporelle de 5 ans, ce qui veut dire que dans 5 ans, on rediscute et on remet sur la table les critères. Est-ce que les critères restent les mêmes? Est-ce qu'ils ont évolué? Le besoin a changé, etc. Donc dans 5 ans, on rééchange sur les critères, on les redéfinit, on les précise, leurs pondérations et les trajectoires. Oui, dernière précision, chaque région donc détermine, ensuite on va le détailler un petit peu, mais ses propres critères d'allocation. On fournira au niveau national une liste indicative de critères, mais plus comme une bibliothèque d'indicateurs, des critères dans lesquels peuvent piocher les agences et les comités, mais vraiment un modèle qui est à la main de la région. Je devrais passer. Les 5 critères, vous les avez là, qui ont été retenus dans le modèle. Je vais laisser ensuite Bastien les présenter, mais c'est le taux de mineurs, enfin la population corrigée du taux de mineurs, le taux de pauvreté, l'isolement qui est calculé par le nombre de moyens de personnes par ménage, un indicateur sur l'offre médico-sociale et un indicateur sur l'offre libérale. Et je laisse Bastien compléter. C'est bon. Merci. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter comment on utilise ces indicateurs pour calculer la dotation populationnelle par région. Alors, déjà, on va y revenir. Je pense qu'on va faire des allers-retours pour être sûr de rien louper. Mais vous pouvez voir dans la colonne « Effet sur la dotation cible », est-ce que ça a un impact plutôt positif ou négatif? Donc, vous voyez que, par exemple, le taux de mineurs a un impact positif. Ça veut dire une région qui a un taux de mineurs plus important va avoir une dotation cible plus importante, etc. Et donc, vous voyez, par exemple, que l'offre médico-sociale a un impact négatif. Ça veut dire que si une région a déjà une offre médico-sociale très importante, sa dotation cible va être un peu plus basse. Donc, on va revenir après aussi sur les poids qu'on a affichés ici. Alors, quel est le principe de base? Alors, pour construire les dotations populationnelles, on va construire des dotations populationnelles au niveau régional avec un calcul de dotation cible, c'est-à-dire une dotation vers laquelle on tend en fonction des critères qu'on a vus précédemment. Et ça va nous définir les régions sous-dotées, c'est-à-dire qu'à partir des critères qu'on a vus, ça va nous définir les régions qui, par rapport à leur niveau historique, ont un niveau de dotation cible, la dotation cible plus élevé que leur dotation historique. Et ensuite, cette dotation cible et donc ces régions sous-dotées vont nous permettre de distribuer l'enveloppe nationale dédiée à la dotation populationnelle en garantissant le niveau historique de base pour toutes les régions. Donc toutes les régions recevront en année N+1 la garantie de leur dotation de base. Et c'est pour les distributions des mesures nouvelles qui vont venir donc s'ajouter à cette dotation de base que la dotation cible va intervenir. Donc toutes les régions vont aussi un peu évoluer d'un taux socle de mesures nouvelles. Donc toutes les régions auront le même taux d'augmentation. Et il y a un supplément de mesures nouvelles qui va venir être rajouté et qui va être fonction de l'écart entre la dotation cible et la dotation historique pour les régions sous-dotées et qui va donc venir permettre de rattraper au fur et à mesure l'écart entre la cible et l'historique pour les régions sous-dotées. Donc vous voyez qu'en fait, il y a 2 types de régions. Les régions sous-dotées qui vont recevoir leur dotation de base, leur évolution minimale et le rattrapage calculé en fonction de leur dotation cible, et les autres régions qui, elles, recevront leur dotation de base, qui est garantie, et un petit peu d'évolution dans le taux socle d'évolution, c'est ce qu'on a appelé. Et donc après, comme on vous l'a déjà rappelé précédemment, mais il y a il y a une révision qui peut être faite du poids de la dotation populationnelle et de la dotation fil active, parce que tout ce que je vous présente là, c'est fait au niveau des poids nationaux. Donc en fait, on fait ces calculs-là avec un poids de dotation populationnelle d'environ 78%. On calcule les différents rattrapages et ensuite on envoie une partie de la dotation populationnelle, si c'est le choix des acteurs des différents secteurs, vers la dotation fil active. Ça, c'est les principes. Maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on calcule concrètement ces dotations cibles. Alors,
la dotation cible, son principe est assez simple. Ça va simplement être une dotation ajustée fois la recette nationale par habitant. Alors, la recette nationale par habitant, c'est simplement l'historique. Donc, par exemple, en 2022, on va se baser sur 2021. Donc, les recettes 2021 divisées par le nombre d'habitants du territoire, ça donne une recette moyenne par habitant. Et ensuite, on va faire, nous, un calcul de population ajustée, c'est-à-dire qu'on va partir des populations régionales, on va voir exactement comment on fait après, mais on va les ajuster en fonction des différents critères. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple, le taux de mineurs. Donc, si une région a un taux de mineurs plus important, on va, entre guillemets, artificiellement augmenter sa population, et donc sa population va être plus importante que sa vraie population, mais c'est ce qu'on appelle sa population ajustée. Et à partir de cette population ajustée, la dotation cible, ça va simplement être la population ajustée fois la recette par habitant national. Donc vous voyez que la somme des dotations cibles va être égale à la somme des dotations historiques. On va voir après. Donc la population ajustée, elle va être calculée à partir des différents critères qu'on a vus, plus le coefficient géographique. Donc là, on a fait un rappel des critères. On pourra revenir après sur la façon dont on les prend en compte, parce que selon les critères, ils ne sont pas forcément tous pris en compte de la même façon. Et donc, à partir de ces critères, la population ajustée, qui va nous donner la dotation cible. Alors, la dotation cible, on va essayer d'y aller pas à pas. C'est pas très compliqué à comprendre sur les principes. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer chaque critère. Vous allez prendre tous les critères. Donc, par exemple, si on prend tout à l'heure l'offre médico-sociale, par région, vous prenez l'offre médico-sociale et on va regarder l'écart qu'il y a entre l'offre médico-sociale dans la région donnée et la moyenne nationale. Si l'offre médico-sociale est supérieure dans cette région-là, on va prendre on va baisser la population, désolé. Et si elle est inférieure, on va augmenter la population ajustée. Donc on va faire ça pour tous les critères. Et c'est là que les poids qu'on a vus dans la slide 1 vont intervenir, puisqu'en fait, ça va nous donner une population ajustée par critère. Et ensuite, on va simplement faire une moyenne pondérée en pondérant par les poids qu'on a vus précédemment, qui ont été choisis lors des différents GT en concertation. Donc pour rappel, je ne sais pas si vous voulez y revenir, donc c'est les poids ici. Donc c'est ça qui va faire par quoi on va pondérer finalement la population ajustée de ce critère, pour avoir qu'une population ajustée in fine. Donc vous voyez que c'est en majorité le taux des mineurs qui va jouer sur la population ajustée finale. Donc ça va nous donner la dotation cible. Donc là, on rappelle un peu comment est-ce qu'on prend ces critères en compte exactement. Alors je vous ai déjà un peu expliqué comment on prenait en compte les critères type densité d'offres médico-sociales. Alors il y avait le taux d'isolement, des choses comme ça. Donc c'est vraiment en comparant le critère à sa moyenne, à la moyenne nationale. Et si une région est au-dessus, on va ajuster sa population ajustée en fonction. Et pour les mineurs, c'est un peu différent, puisqu'en fait, on est parti, à partir des différentes analyses de coûts, on a donné un poids de 2,35 aux enfants. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer une population ajustée en multipliant par 2,35 la population des enfants, donc moins de 18 ans, ce qui va nous donner une population là par région. Mais donc, le principe est un peu différent, mais globalement, c'est la même idée. Alors, pour les résultats et la façon dont on va s'en servir, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est les résultats qui sont issus de notre dernière vague de simulation, donc qu'on a appelé vague 4, qui avait été fait fin d'année dernière sur des données 2019. Donc ça peut être amené à évoluer un peu à la marge en fonction donc des dotations historiques qui ont évolué entre 2019 et 2021 et la mise à jour de certains critères. Mais donc, en fait, ça ressemble à ça. Si on regarde région par région, on va avoir deux ronds ou croix sur le schéma. Donc vous voyez par exemple la première région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez la dotation cible qui est une croix et la dotation actuelle qui est ici et au-dessus de la dotation cible. Donc pour la région Rhône-Alpes, qui est Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première, on ne va pas considérer la région comme sous-dotée. En revanche, pour les régions qu'on a encadrées en orange, vous allez avoir la dotation cible, toujours représentée sous forme de croix,
qui est au-dessus de la dotation actuelle. Donc c'est là qu'on considère la région comme sous-dotée, c'est-à-dire que le financement historique est plus bas que cette dotation cible qu'on a calculée. Donc l'idée, ça va être, au fur et à mesure du temps, de faire rattraper ces dotations cibles vers les dotations actuelles, vers les dotations cibles. Donc toutes les régions vont augmenter, mais en fait, les ronds bleus des régions sous-dotées vont s'approcher plus vite de la Croix-Rouge. Mais les autres régions vont aussi augmenter. Donc vous voyez qu'à partir des simulations, donc les régions sous-dotées, vous pourrez voir lesquelles ont été obtenues. Voilà. Je vois que ça intéresse beaucoup. Vous pourrez reposer des questions après. Donc le principe est le suivant. À partir de l'écart qu'on a vu sur la slide précédente, on va calculer un rattrapage qui permettra donc de faire rattraper les régions sous-dotées. Et là, on vous rappelle un peu la façon dont on va faire ça. Donc pour chacune des régions, on va donner à minima les recettes historiques, qui étaient donc le petit rond bleu, les recettes actuelles, auxquelles on va ajouter un petit taux d'évolution qui est le taux socle, qui va être des mesures nouvelles. Et pour les régions sous-dotées, le reste des mesures nouvelles va servir à rattraper ce retard, entre guillemets, entre la cible et l'actuelle. Donc plus une région a un écart entre sa dotation cible et sa dotation actuelle, plus elle va recevoir de mesures nouvelles au titre du rattrapage. Et donc tout simplement, après, la dotation populationnelle régionale, c'est simplement la somme de ces trois éléments. Peut-être qu'on peut. J'insiste juste sur le caractère provisoire de la diapositive oui. qui vous a beaucoup intéressé. Comme on le disait, les dotations populationnelles vont être actualisées en décembre. Donc là, ce que vous présentez, Bastien, c'était le premier calcul et qui avait déjà été partagé. Mais voilà, c'est des données qui sont susceptibles d'évoluer puisqu'actualisées au regard de recettes plus récentes et de valeurs d'indicateurs aussi. Donc voilà, à prendre avec précaution. Alors, on va poursuivre sur le compartiment dotation file active où je vais majoritairement laisser la parole à Lati. Voilà, c'est un compartiment, vous le savez, qui a vocation à valoriser l'activité réalisée par les établissements. C'est comme la dotation populationnelle et en miroir, un compartiment qui n'aura pas le même poids dans le financement des établissements selon leur statut. Et comme le rappelait Thomas tout à l'heure, ce qu'il faut bien retenir et qui se différencie des autres compartiments à l'activité qu'on peut avoir dans d'autres modèles de financement, c'est qu'ici, on est bien sur une dotation dont le montant est connu en début d'année et qui est réparti entre les établissements selon l'activité réalisée. Donc on ne parle pas de tarifs, de prix dans la dotation file active, on est sur des clés de pondération, des clés de répartition selon l'activité réalisée par les établissements. C'est bien des variables rétrospectives de distribution d'une enveloppe connue à l'avance entre les établissements. Voilà, et avec la spécificité comme la répartition de cette enveloppe, elle est réalisée à partir de l'activité de l'année en cours, pour prendre en compte au mieux les évolutions d'activité. C'est un montant définitif du compartiment, comme on le disait tout à l'heure, qui ne peut être connu qu'en mars N+1, lorsque l'activité complète de l'année en cours est connue. Et sur le reste, je vais passer la parole à Bastien sur toute la structuration de cette enveloppe. Voilà. Alors, vous affolez pas, on va y aller pas à pas. Alors, déjà, pour rappel, ce qu'on va regarder dans la population, dans la dotation file active, ça va être tous les patients pris en charge, donc que ce soit en temps complet, en temps partiel ou en ambulatoire. Donc on va regarder les journées associées à ces patients dans chacune des formes d'activité, on va venir voir. Donc par exemple, pour un adulte qui fait du temps plein, on va regarder toutes les journées à temps plein qu'il a fait sur l'année, en les considérant de façon... en les considérant toutes sans différence. Et s'il a fait en plus de temps plein un passage par exemple par un centre de crise, on va le considérer à part, mais donc on va aussi considérer ces journées-là. Donc on va considérer toutes les journées que tous les patients ont fait durant toute l'année et on va venir pondérer chacune de ces journées pour donner un poids finalement à ce patient. Et c'est la somme des poids de tous ces patients qui va venir servir de clé de répartition à cette dotation globale, qui est par secteur de financement. Je ne sais pas si on l'avait précisé. Donc, finalement, la grille, elle va ressembler à ça.
Donc, si on regarde simplement pour le moment le temps complet adulte, donc toutes les pondérations, au moins de base, sont séparées entre adultes et enfants. Donc plus supérieur à 18 ans, mineur, majeur. Donc pour le temps complet adulte, en fait, il va y avoir une pondération journalière par forme d'activité. Donc les formes d'activité sur lesquelles il y a le plus de journées effectuées sont le temps plein, le centre de crise et le post-cure. Donc pour chacune de ces formes d'activité, une journée va compter, alors je dis des chiffres complètement au hasard, mais 1, 2 et 2,5. Et donc on va venir multiplier le nombre de journées effectuées par tous les patients de l'établissement par ces pondérations, par forme d'activité. Donc les pondérations sont différentes, sont là la forme d'activité évidemment. Et en plus de ces pondérations journalières, qui sont donc fixes, quelle que soit la journée, quel que soit le nombre de journées, il va y avoir des suppléments qui vont être ajoutés dans certaines formes d'activité. Donc pour le temps plein centre de crise et le post-cure, si le patient a été pris en soins sans consentement, il va y avoir une pondération qui va venir s'ajouter de façon unique. Donc une pondération qui vient s'ajouter à la pondération journalière du patient pour prendre en compte le surcoût lié aux soins sans consentement. Et ensuite, pour le temps plein, vous allez avoir deux coefficients, mais un coefficient qui va nous intéresser plus particulièrement pour les établissements ex-DAF. Ça va être les coefficients gérontopsychiatriques et surtout jeunes adultes. Ça veut dire que les établissements qui ont le droit à ce coefficient jeunes adultes, on va venir multiplier la pondération journalière fixe qui s'applique à tous les autres adultes par un coefficient pour ici aussi venir prendre en compte un éventuel surcoût. Au niveau du centre de crise et du post-cure, c'est les mêmes principes. Donc avec un soin sans consentement, une pondération fixe, unique, qui vient s'ajouter à la pondération journalière si le patient a été pris en soin sans consentement dans l'année. Et là aussi, des coefficients qui viennent majorer la pondération journalière, mais qui s'appliquent au moins pour cette année seulement au secteur OQN. Ensuite, vous avez le temps partiel adulte. Donc là, c'est un peu plus simple, c'est-à-dire que, en fait, on a aussi des pondérations par forme d'activité, avec simplement une pondération alors une venue égale une pondération qu'on applique aux patients dans le temps partiel. Et là aussi, il y a un détail un peu plus important pour les ex-OQN qui avaient aussi un détail plus historique. Donc, ils ont des pondérations un peu différenciées en fonction de ce qui est fait en hospitalisation de jour. Mais pour les établissements ex-DAF, il y a une pondération par forme d'activité. Et enfin, c'est l'ambulatoire. Donc là, on va y passer rapidement ici et on va revenir dans les différents exemples qu'on va voir après. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va recueillir tous les actes qui ont été faits sur un patient durant l'année, qu'ensuite, il va y avoir des grilles qui vont être appliquées avec des seuils. Et en fait, en fonction du nombre d'actes, on va se retrouver plus ou moins haut dans la grille et il va y avoir une pondération forfaitaire qui va être appliquée au patient en fonction de ce nombre d'actes. On verra après ce que ça signifie exactement. Et là aussi, il y a des forfaits qui peuvent venir s'ajouter à cette pondération forfaitaire. Donc, un forfait coordination, forfait supplément hors lieu de soins et un forfait prise en charge intensive. Et donc, toutes ces pondérations sont déclinées enfants, adultes. Alors, là, n'essayez pas forcément de lire le texte bleu, on va y revenir, je vais y revenir, mais en fait, on va essayer de procéder par l'exemple en regardant pour les situations d'un patient, quel est son parcours dans l'établissement et quelle est, nous, la pondération qu'on va venir lui calculer derrière. Après, il suffira de sommer la pondération de tous ces patients qui sont dans les établissements et vous aurez la pondération de l'établissement. Donc, si on imagine qu'on a un patient 1, alors il est en jaune, qui vient 20 jours à temps plein. Donc, en fait, on a représenté simplement une journée comme une petite case. Donc, il vient 20 jours à temps plein. Et un autre patient 2, il vient 7 jours en atelier thérapeutique. Donc, vous voyez, là, on a appelé ça patient 1, patient 2. Mais en fait, si le patient était le même patient, mais qui faisait ses prises en charge à un moment différent dans l'année, on le prendrait de la même façon. Ça n'a pas d'importance que ce soit le même patient ou deux patients différents dans l'établissement.
Donc pour le patient 1, ce qu'on va venir faire tout simplement, pour lui calculer sa pondération, c'est venir multiplier le nombre de jours de sa prise en charge par la pondération du temps plein. Donc c'est une pondération fixe qui va être fixée. On va venir multiplier cette pondération par le nombre de jours, ici 20, ça va nous donner la pondération de ce patient. La même chose du côté de l'atelier thérapeutique. On a 7 venues qui sont multipliées par la pondération de l'atelier thérapeutique, qui est donc différente de celle du temps plein. Et ça va nous donner la pondération de cette prise en charge. Maintenant, on va complexifier un petit peu. Le même patient 1, il vient en soins sans consentement. En plus d'être pris à temps plein, c'est un soin sans consentement. Donc comment on va venir calculer sa pondération? Donc en fait, cette pondération soins sans consentement qui a été fixée par ailleurs va être simplement ajoutée. Donc vous voyez, on va simplement prendre la pondération initiale de l'exemple du dessus, donc qui est 20 fois la pondération du temps plein, auquel on va simplement ajouter le forfait soins sans consentement, qui est un forfait unique. Ça vient s'ajouter. Maintenant, pour ce qui concerne le coefficient jeunes adultes, donc pour les établissements dans lesquels les jeunes adultes peuvent être pris en charge, on va simplement venir multiplier la pondération fixe du temps plein par le coefficient jeunes adultes. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, voilà, ce patient, lui, il a été pris en charge en temps plein 30 jours. Donc finalement, sa pondération, ça va être 30 fois la pondération du temps plein fois le coefficient jeunes adultes. Et ensuite, on peut lui ajouter un forfait soins sans consentement s'il a été pris en soins sans consentement, mais le coefficient jeunes adultes ne concerne que la pondération du temps plein. Maintenant, c'est pour l'ambulatoire. Alors, là, on a un patient. Donc, on a représenté un patient qui vient plusieurs fois avec les différents actes qui lui sont associés. Donc, vous voyez, on a les actes E, R, G de la grille Edgar. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter à part, ici, dans un premier temps, que les actes E, G ou A. Donc, pour tous les patients, on va regarder dans toute l'année combien il a d'actes E, G ou A. Ici, par exemple, vous avez un patient qui a 6 de ces actes. Et ensuite, on va venir regarder à droite la grille de pondération. Alors, la pondération forfaitaire ici, on a 6 actes, donc il se place dans la deuxième case, entre 3 et 6 actes. Et on va simplement lui appliquer une fois la pondération de 2. Ce qui veut dire que ce patient va avoir une pondération de P2. Ici, on l'a nommé P2, mais après, il y aura des valeurs effectivement chiffrées. Ensuite, il y a des majorations qui viennent s'ajouter à ces différentes pondérations. Donc là, pour le patient 2, on va venir illustrer la majoration coordination. Donc en fait, dans un premier temps, on n'a pris en compte que les actes E, G ou A, mais on va venir regarder pour la majoration coordination les actes R et D, réunion et démarche. Et en fait, on va venir compter aussi, comme ce qu'on a fait pour les autres actes, le nombre d'actes R et D. Et on va venir appliquer un peu le même principe que pour la pondération de base. On va regarder le nombre d'actes R et D et on va appliquer la majoration associée au nombre d'actes. Donc ici, vous avez un patient avec 3 actes R et D. Et on pourrait lui appliquer la majoration de 2. À ceci près qu'il y a une petite subtilité. J'essaie de rendre ça le plus simple possible. Non, vraiment, c'est simplement, on compte le nombre d'actes. C'est pas très compliqué sur le principe. Bon, là, on va un peu vite, mais on pourra y revenir. En fait, le nombre d'actes R et D, on vient simplement le majorer par le nombre d'actes E et A. E, A et G, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, un patient qui a simplement 3 actes EGA, il ne peut pas avoir, enfin, en tout cas, on ne lui compte pas plus d'actes R et D. Parce que sinon, on pourrait se retrouver avec des patients dans lesquels on a 10 actes R et D et très peu d'actes
où le patient est effectivement vu. Donc on vient simplement caper ce nombre d'actes qu'on compte. Mais sinon, le principe reste le même. Alors, là, les schémas sont plus compliqués, mais c'est peut-être pas plus compliqué à comprendre. Donc, si on se place pour la majoration hors lieu de soin, donc pour les actes qui ont été faits hors du lieu de soin, alors la liste est définie, je crois que dans les différentes simulations qu'on a fait dans les notices qui étaient associées, vous pourrez la retrouver, des lieux dans lesquels ils sont hors lieu de soin. On va simplement venir multiplier par 0,2 la proportion d'actes qui est fait hors du lieu de soin, puisque c'est pas forcément 100% des actes qui sont faits hors du lieu de soin. Donc ici, par exemple, vous avez 3 actes sur 12 qui sont effectués hors du lieu de soin. Donc c'est simplement, on va venir multiplier 25% de la pondération dont son calcul ne bouge pas par 0,2. Ce qui va nous donner la majoration hors lieu de soin qui va venir s'ajouter à la pondération initiale. Et enfin, alors là, c'est peut-être la partie la plus compliquée, mais c'est la majoration prise en charge intensive. Le but du jeu, c'était de pouvoir prendre en compte ces prises en charge intensives. Alors, là aussi, il y a beaucoup de critères à respecter, mais en fait, pour un patient, alors là aussi, vous pourrez retrouver l'intitulé exact dans les différentes simulations qu'on vous a transmises. Là on ne les a pas notées telles quelles, mais en gros, pour un patient qui est pris dans un délai de 2 semaines et qui a plus de 15 actes, je crois, et qui est vu par au moins 2 intervenants, on va venir ajouter une majoration forfaitaire unique aussi à la pondération initiale. Donc vous pourrez retrouver exactement le libellé exact de quel patient on prend en compte. Donc il y a différentes règles à respecter. On a essayé de maintenir ça simple, mais de prendre en compte toutes les situations possibles. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les patients qui sont vus très souvent dans un temps très restreint par différents intervenants, donc finalement en prise en charge intensive, il y a une majoration qui vient s'ajouter à la pondération initiale. Là, on a fait le tour de tout ce qui peut se produire pour un patient dans la dotation phylactive. Donc, en gros, chaque patient va tomber dans un des cas qu'on a vu au-dessus. Donc, vous avez pour chacun des patients la pondération qui lui est associée. Pour l'établissement, en fait, ça va simplement être sa pondération, la somme de la pondération de tous les patients qui sont dans son établissement sur une année N. Je le reprécise. Ensuite, en fait, cette pondération par établissement va simplement venir servir de clé de répartition. Alors là aussi, on a fait un petit schéma pour essayer d'aider à la compréhension, mais c'est vraiment pas compliqué. Alors on va se concentrer par exemple que sur la partie verte, parce qu'en fait ça se fait par secteur, mais c'est exactement le même principe. Donc par exemple, pour un établissement du secteur ex-DAF, on va venir sommer la pondération de tous ces patients. Vous voyez là, il a plusieurs patients qui sont pris en charge. On va venir sommer, ça va lui donner la pondération de l'établissement. Et en fait, le poids de l'établissement, ça va simplement être la pondération de cet établissement fois la somme de toutes les pondérations des établissements de son secteur. Donc finalement, un établissement qui prend, alors ça n'arrive pas évidemment, qui prend en charge 10% des patients de son secteur, il va recevoir 10% de la phylactive. Enfin, en tout cas, si sa pondération représente 10% de sa pondération totale. Et donc ensuite, voilà, comme je disais, la dotation de l'établissement, c'est simplement le poids de cet établissement dans les pondérations de son secteur, fois l'enveloppe qui a été définie préalablement au global. Et comme on vous le disait un peu auparavant, cette dotation va venir être actualisée 2 fois dans l'année. Donc en fait, pour la distribution, au début, l'établissement, les 6 premiers mois, va recevoir la dotation de l'année N-1, divisé par 6, mensualisé. Ensuite, on va venir actualiser ces montants en M6, donc courant du mois de septembre. Et enfin, on va faire une régularisation finale en fin d'année. Donc,
en fonctionnement en routine, disons, l'établissement devrait ne pas beaucoup bouger entre ces différentes régularisations d'une année sur l'autre, toutes choses égales par ailleurs. Un mot sur la qualité du codage qui est en lien avec la dotation file active, puisqu'un compartiment, alors de nature transitoire a priori, mais en tout cas pour l'instant il existe et il est dans les textes, est créé pour inciter à l'amélioration de la qualité du codage. Ce compartiment sera réparti en fonction d'indicateurs qui rendent compte de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données. Donc à partir des données qui sont renseignées dans le RIMP, le détail des critères retenus et les modalités vraiment de valorisation seront précisés dans l'arrêté dotation file active. Donc on est encore en train d'y travailler. Il faut qu'on y travaille avec le groupe technique. Ça me permet de faire le lien avec tout ce que vient de présenter Bastien, puis pour peut-être les prochaines étapes sur la dotation file active et où est-ce que les établissements trouveront l'information. Il y aura bien un arrêté modèle, entre guillemets, qui va reprendre toute l'architecture qui vous a été présentée, là, les différentes boîtes dans lesquelles se retrouve chacun des patients de formes d'activité. Et puis en celui-là, bon, il est entre guillemets en train d'être concerté, il est à peu près prêt. Et ensuite, il y a un deuxième arrêté, donc DFA et qualité du codage, où seront précisés justement les critères sur la qualité du codage, et sur la DFA, la valeur des pondérations. C'est-à-dire là, on a parlé justement des boîtes, donc dans l'arrêté DFA, on va justement pouvoir venir préciser pour telle forme d'activité, la pondération et de temps. Et donc c'est un arrêté qui a vocation ensuite à être actualisé chaque année, et plutôt à être pris annuellement, et sur la qualité du codage et sur la DFA. Donc voilà, c'est deux sources d'informations à venir. Et ça me permet de passer la parole. Sur les activités spécifiques, pour rappeler peut-être un petit peu l'intention et la façon dont on a fonctionné pour structurer ce compartiment-là, l'idée c'est d'avoir une attention particulière dans le cadre du financement aux activités qui ont vocation à être structurées dans une logique interrégionale via un financement sur lequel le niveau national, nous en l'occurrence, on peut le définir et le sécuriser. On avait deux critères pour sélectionner ces activités spécifiques. Donc, ce niveau de structuration qui est une vocation suprarégionale, et puis une ambition de cadrage, d'encadrement national. Alors, ça peut être un cadrage extrêmement ferme par voie d'arrêté, ou peut-être en termes de droit un petit peu plus mou, par voie d'instruction, par référentiel, par cahier des charges. Et donc, il y a dans ces activités qui sont retenues, des activités qui ont déjà une forme de cadrage, et puis certaines d'entre elles qui ne l'ont pas encore, mais à partir du moment où on les inscrit dans ce compartiment-là, on les inscrit aussi dans notre feuille de route de travail, et c'est l'ambition d'encadrer ces activités-là. Elles vont être définies par arrêté. La liste que vous allez voir n'est pas complètement définitive parce que le groupe de travail a été saisi pour se prononcer une dernière fois sur ces activités-là. Et puis, je reprends aussi les mots de M. Mariotti, hein, c'est un modèle d'entrée de réforme. Donc, on a créé la boîte, créé le compartiment. On peut en rajouter, on peut en enlever. C'est quelque chose qui, là aussi, a vocation à évoluer. Je ne vais pas forcément passer toute la liste en revue. Il y a trois grands types d'activités spécifiques. Il y a toutes les activités qui sont relatives à la prise en charge des détenus. On sait que ça impose des organisations, des structures de charge un petit peu particulières. Donc pour cette raison-là, on va avoir une attention particulière. Et on est vraiment dans une structuration qui est portée par le national, qui est même interministérielle. On est dépendant de ce que fait l'administration pénitentiaire sur l'évolution des établissements pénitentiaires. Et on a embarqué toutes les prises en charge aux détenus, y compris pour le coup, les USMP qui sont de structuration plutôt de proximité, mais pour le coup qui rentrent quand même dans une approche, dans un pilotage national, et qui sont définis notamment dans le guide méthodologique de prise en charge des personnes détenues. On a ensuite une catégorie, les trois suivantes, qui sont les unités qui offrent des prises en charge très spécifiques pour des populations, pour des patients très très spécifiques, donc les unités pour malades difficiles, pour personnes sourdes, ou la prise en charge des mineurs de retour de zones terroristes. Et puis on a en dernière grande catégorie, tous les centres de ressources ou de recours qui existent déjà, les CRIAFS, les centres nationaux le Centre national de ressources et de résilience, tous les dispositifs autour de la prévention, de la prise en charge du suicide. Là encore, on peut avoir
des politiques publiques, des plans de santé publique qui vont créer des nouveaux centres de ressources. Et donc, on a le compartiment dédié, le compartiment d'arrivée en dynamique, en pluriannuel. On peut imaginer aussi d'en sortir. Alors, c'est pas forcément évident sur cette première liste-là, mais quelque chose qui viendrait de nature, par nature en structuration régionale, ou pour lequel le pilotage national a moins de sens, on pourrait envisager, même si ça ne concerne pas forcément ces premières listes d'activités, on pourrait envisager aussi un transfert vers d'autres compartiments. Celles qui ne sont pas ici, elles ont vocation, parce qu'on pense qu'elles sont à structuration régionale, elles ont peut-être vocation à plus se retrouver, et ça a été mentionné par Camille plus tôt, dans les activités spécifiques au sein de la composante dotation populationnelle. Donc parce qu'on pense que c'est un niveau de structuration infrarégionale et parce qu'on pense que c'est quelque chose qui réagit à une composante populationnelle un petit peu plus fort que ces centres de ressources ou ces activités-là. Alors, je propose de poursuivre avec le compartiment qualité. Donc le compartiment qualité dans le modèle de financement de la psychiatrie, ça se traduit par l'intégration des établissements de psychiatrie au dispositif IFAC, incitation financière à l'amélioration de la qualité, qui est appliqué aux établissements MCO depuis, je dirais, 2016 et SSR, je crois, 2019. Donc les établissements de psychiatrie viennent s'intégrer à un dispositif existant dont ils héritent de quelques principes. Donc le dispositif, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers, IFAC, c'est donc bien un financement complémentaire donné aux établissements selon des indicateurs qualité, donc une part de leur financement qui vient être calculée à partir du résultat des indicateurs qualité. Les grands principes de dispositif, c'est donc annuellement on définit une liste d'indicateurs qui est pris en compte dans le modèle pour le calcul de cette incitation financière. On est sur une logique plutôt de comparaison des établissements au sein de groupes. Donc, par champ, sont constitués des groupes d'établissements qu'on estime comparables entre eux, et on est plutôt sur une logique de comparaison des établissements entre eux. Et puis, un principe, alors qui s'applique forcément pas cette année ou pas totalement cette année, puisqu'on est sur une première année de mise en œuvre, mais c'est bien de venir rémunérer les établissements à la fois selon le niveau atteint et selon leur progression. Donc voilà, c'est les principes du dispositif IFAC. L'intérêt, outre le fait d'introduire un financement à la qualité dans les modalités de financement, c'est aussi de pouvoir conduire des travaux, et je pense qu'on l'a vu sur les autres champs, c'est un vrai levier pour conduire des travaux, pour avoir des indicateurs de qualité peut-être plus solides, ou en tout cas qui parlent peut-être plus aux professionnels, et d'avancer sur ce champ-là. Je crois qu'il était aussi important d'avoir des indicateurs qualité en psychiatrie qui puissent être utilisés pour ce compartiment, mais aussi qui puissent être partagés et servir l'amélioration de la qualité des pratiques. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Alors, première brique, vous avez déjà là les indicateurs qui ont été retenus pour 2022 en psychiatrie. Donc, IFAC va être appliqué en 2022 comme les autres compartiments à blanc et être pris en compte uniquement pour la potentielle valorisation d'un montant complémentaire. Mais ça donne l'occasion pour ce dispositif qui est nouveau d'avoir une application à blanc en psychiatrie. Mais donc, on va faire l'exercice comme un fonctionnement en routine. Donc, les indicateurs qui sont retenus, peut-être dire aussi qu'il y a un groupe de travail, en plus du groupe technique, il y a un groupe de travail spécifique sur ce champ-là, de la qualité en psychiatrie et de la construction du compartiment IFAC pour la psychiatrie, et donc qui a donné lieu à cette liste d'indicateurs qui ont été retenus. Donc des indicateurs transverses qui sont des indicateurs HAS, la certification de l'établissement, la qualité de la lettre de liaison à la sortie et l'évaluation et la prise en charge de la douleur somatique, et des indicateurs un petit peu plus ciblés, l'évaluation cardiovasculaire et métabolique chez les patients adultes et le repérage et la proposition d'aide à l'arrêt des addictions. Tous ces indicateurs-là, sous votre contrôle peut-être, mais étaient des indicateurs existants, déjà développés par la Haute Autorité de Santé. Donc l'idée est de venir les utiliser et de venir valoriser leurs résultats dans le compartiment IFAC. Un des principes aussi qu'on a depuis le dispositif, depuis la création du dispositif IFAC, c'est d'utiliser au maximum des indicateurs qui existent et qui sont recueillis par ailleurs pour ne pas venir créer une charge de travail supplémentaire au sein des établissements. Donc on est soit sur des indicateurs existants, soit avec la volonté de développer des indicateurs les plus automatisés possibles et des indicateurs tournés progressivement aussi vers une logique de résultats et pas uniquement des indicateurs de processus.
Donc, ceci étant dit, voilà les indicateurs HAS et un indicateur qu'on va vous présenter plus en détail qui, lui, a été développé spécifiquement, qui est la mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres. Donc là, c'est un indicateur calculé par l'ATI. Tous ces indicateurs seront mis à disposition du public. Donc les résultats de ces indicateurs seront consultables, diffusés. C'est déjà le cas pour les indicateurs de la HAS. Donc on va revenir un peu plus spécifiquement sur l'indicateur ATIH, entre guillemets, c'est-à-dire la mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres des patients adultes. Donc toutes ces précisions sont importantes, on prend bien en compte les patients en soins libres adultes. Donc finalement, on va venir mesurer, donc là c'est le rappel des principes, après on va voir d'un point de vue technique comment ça se passe. Mais on va venir regarder les hospitalisations des patients adultes réalisées à temps plein dans les établissements psychiatriques qui ont une durée supérieure à 90 jours. Ensuite, vous allez voir, on va calculer un indicateur qu'on va venir ajuster pour prendre en compte différentes caractéristiques qui peuvent avoir une influence sur cet indicateur. Donc des caractéristiques qui sont de 3 types, donc démographiques, sociales, des caractéristiques établissement aussi et des caractéristiques du patient, c'est-à-dire son sexe, son âge, on y reviendra. Et donc cet ajustement a pour objectif de prendre en compte la variabilité qui existe dans le patient, parce que chaque patient n'a pas la même probabilité, disons, quand il rentre dans un établissement de rester plus de 90 jours. Donc on va essayer de rendre le système le plus équitable possible en prenant en compte toutes les variables qui peuvent venir expliquer les différences normales qui impactent l'indicateur prise en charge de longue durée. Donc, quel est l'indicateur concret qu'on va regarder et à partir de quelles données? Donc, c'est des indicateurs qu'on va regarder à partir des données du RIMP, donc les mêmes données qu'on utilise pour la dotation fil-active, sauf que là, c'est fait pour l'année N-1. Donc, on va venir simplement regarder au numérateur le nombre de patients adultes ayant au moins une hospitalisation à longue durée en temps plein en soins libres. Et au dénominateur, on va simplement diviser par le nombre de patients adultes à temps plein en soins libres. Donc ça va nous donner une proportion de patients qui répond à cet indicateur, c'est-à-dire de patients qui ont été pris en charge en longue durée. Donc par exemple, 10% des patients dans l'établissement ont une prise en charge longue durée. Voilà, ça c'est l'indicateur de base qu'on regarde. Ensuite, on va venir ajuster cet indicateur. Là aussi, pas de panique, on va y aller pas à pas. Vraiment, c'est l'idée générale et là, pour le coup, vraiment assez simple. Donc, on va regarder l'indicateur global qu'on vous a présenté et on va venir l'ajuster en fonction des différentes variables qu'on a pu trouver qui pouvaient expliquer la probabilité d'avoir une plus ou moins grande probabilité d'avoir une hospitalisation longue durée. Donc, typiquement, alors je ne connais pas l'impact des différentes variables, mais disons, imaginons que l'âge est un impact positif, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus on a des chances de rester longtemps dans l'établissement. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que ça fonctionne, mais on va le prendre en compte dans le modèle pour calculer la probabilité que le patient en question a de rester plus ou moins longtemps dans l'établissement. Donc ça va nous donner, à l'entrée du patient, la probabilité qu'il avait d'avoir cette prise en charge longue durée ou pas. Ensuite, donc ça, on va le faire pour tous les patients en fonction des différentes caractéristiques qu'on va voir après. Ensuite, par établissement, on va simplement sommer toutes ces probabilités. Donc, pour un établissement, vous allez sommer toutes les probabilités que les patients ont de rester plus de 90 jours. Donc, ça va vous donner, finalement, pour un établissement donné, l'attendu du nombre de la proportion d'hospitalisation longue durée. Donc, selon l'établissement et selon les patients qu'il prend en charge, il pourrait avoir un attendu de 1% de ces patients qui, de façon normale, entre guillemets, sont pris en charge plus de 90 jours. Un autre établissement, parce qu'il a différentes caractéristiques, parce qu'il prend des patients différents, peut avoir un attendu de 10%. Donc finalement, on va regarder ça. Et ensuite, on va simplement venir comparer l'observé à l'attendu. C'est-à-dire, on va regarder pour l'établissement combien
concrètement, il y a eu de patients qui ont été pris en charge plus de 90 jours en temps plein dans un soin à temps plein, pardon, dans un soin qui n'est pas un soin sans consentement. Et on va venir comparer au taux attendu issu de la prédiction, donc qui est fonction des variables qu'on va voir tout de suite. Donc les variables utilisées pour l'ajustement sont de 3 types. Alors là, vous pouvez les retrouver, mais bon, vous retrouverez les slides ensuite, donc on va peut-être pas les passer un par un, mais il faut retenir qu'elles sont de trois catégories. Vous avez les variables qui sont les caractéristiques du patient. Donc comme je le disais, l'âge, le sexe, mais aussi le diagnostic, donc la raison pour laquelle le diagnostic qui est associé au patient. Ça, ce sont des caractéristiques qui sont prises en compte pour calculer la probabilité que le patient a de rester plus de 90 jours en hospitalisation. Ensuite, il y a des caractéristiques établissement. Et enfin, vous avez des caractéristiques sur le lieu de résidence du patient, notamment la densité de population. Donc ça, il y a une liste plus longue que celle-là qui avait été testée. Donc il y a des analyses statistiques qui ont permis de tester toutes ces variables pour voir lesquelles avaient le plus d'impact aujourd'hui sur cette hospitalisation à longue durée. Et c'est celles qui ont été retenues aussi en coordination avec les membres du GT IFAC. Ensuite, les groupes de comparaison qui sont donc appliqués à la psychiatrie. Les établissements de psychiatrie sont répartis au sein de 5 groupes. Donc vous avez des groupes, alors ces groupes selon la taille de la file active, donc le groupe, le Psy 1. Le premier groupe, c'est les établissements dont la file active est supérieure ou égale à 10 000 patients. Donc là, on a des établissements de taille importante avec un nombre de patients important. Ensuite, on a un deuxième groupe qui sont ceux des établissements dont la file active est comprise entre 4 000 et 10 000 patients. Donc, la taille un petit peu en dessous. Et ensuite vient s'ajouter à ce critère de file active le fait pour un établissement d'être sectorisé ou non sectorisé. Donc vous avez ensuite le groupe 3 qui est pour les établissements sectorisés dont la file active est inférieure à 4 000 patients. Et ensuite 2 groupes pour les établissements donc non sectorisés dont la file active est inférieure à 4 000 patients et qui réalisent des prises en charge à temps complet. Et puis un autre groupe pour les mêmes établissements non sectorisés dont la file active est inférieure à 4 000 patients et ne réalisant pas de prise en charge à temps complet. Voilà, donc les établissements, c'est là aussi le fruit des travaux du groupe technique pour avoir des profils d'activité comparables, donc des caractéristiques comparables qui permettent de comparer les résultats obtenus sur les indicateurs qualité. Vous avez ces 5 groupes-là, donc qui dépendent de la file active, du caractère sectorisé ou non et du fait de réaliser des prises en charge à temps complet ou de ne pas réaliser de prise en charge à temps complet. Voilà les 5 groupes de comparaison dans lesquels seront répartis les établissements sur IFAC. Merci. Ensuite, comment sont valorisés les indicateurs qui sont pris en compte dans le modèle? Alors, pour les indicateurs HAS, la valeur des indicateurs, elle se fait... Alors, aujourd'hui, elle se fait que sur le niveau atteint, puisque comme c'est une première année de prise en compte dans le modèle, on ne prend pas en compte la progression, mais ce sera introduit ultérieurement dans le modèle. Et donc ici, on va aller, pour chaque indicateur au sein du groupe, aller rémunérer 70%, les 70% des établissements qui ont le meilleur résultat. Donc ça détermine une valeur seuil, vous voyez, de début de rémunération. Et donc tous les établissements qui sont au-dessus de cette valeur seuil touchent la rémunération IFAC liée à cet indicateur. Il n'y a pas de... C'est le même niveau de rémunération, peu importe qu'on soit juste au-dessus de la valeur seuil ou qu'on soit bien au-delà de la valeur seuil et proche de ce qu'on a appelé la valeur cible. Sur les autres champs où c'est des modèles qui sont déjà déployés, on introduit justement pour prendre en compte aussi la progression, une forme de gradation de cette rémunération avec des établissements, mais ça ne concerne pas cette année les établissements de psychiatrie, mais qui touchent 100% de la rémunération lorsqu'ils sont au-dessus de la valeur cible et qui touchent, si je ne dis pas de bêtises, une rémunération qui progresse en fonction justement de la progression lorsqu'ils sont au-dessus de la valeur seuil. Donc juste à retenir, cette année, uniquement rémunération des 70% des établissements qui ont les meilleurs résultats avec le même niveau de rémunération, mais dans le futur, possibilité d'introduire la rémunération de la progression et une plus forte gradation de la rémunération en fonction des résultats. Pour les indicateurs certification, donc là c'est en fonction du résultat et de
du millésime de certification. Donc pour les établissements qui étaient certifiés selon la procédure 2014, ils touchent 100% pour les établissements qui sont en A et 75% les établissements B. Et pour ceux qui sont certifiés selon la procédure 2020, l'équivalent haute qualité des soins touche 100% et qualité des soins confirmés perçoit 75% de la rémunération. Et pour l'indicateur ATI, je te laisse la main. Oui, pour l'indicateur ATIH, ça se passe de façon un peu différente, puisque, alors on va détailler la méthode juste après, mais en fait les principes qu'il faut retenir sont les suivants. C'est que les établissements ne sont pas directement comparés entre eux, comme ça peut être le cas pour d'autres indicateurs. Et en fait, on va se servir de ce que je vous ai présenté précédemment, du taux observé par rapport au taux attendu. Et en fait, la rémunération de l'établissement ne dépendra que de l'écart entre le taux observé et le taux attendu, donc propre à cet établissement, quel que soit ce que fait les autres établissements. Donc il n'y a pas de comparaison entre établissements. On va voir exactement comment ça se passe. Alors en fait, ça va se passer de cette façon. Si, en fait, regardez, on va prendre chaque point ici représente un établissement. Donc, cet établissement, il est représenté sur le graphique par la division entre son taux observé et son taux attendu. Donc, si un établissement a un taux observé égal à son taux attendu, en fonction des différentes variables qu'on a vues précédemment, donc de l'ajustement, il va être très proche de 1, typiquement cet établissement. Donc ça, c'est l'établissement qui est pile poil au taux où on l'attendait, donc pas de problème. Ensuite, vous voyez deux lignes bleues. Donc en fait, effectivement, même si on a ajusté en fonction des différentes variables, le monde n'est pas parfait, et donc c'est logique que les patients puissent rester plus longtemps ou moins longtemps en fonction de leurs caractéristiques personnelles. Donc vous voyez, même si on a ajusté à partir de toutes les variables, un établissement peut avoir un taux observé d'hospitalisation longue supérieur à son taux attendu, ou inversement d'ailleurs. Donc pour cela, en fait, on va calculer à partir, donc je vous épargne les statistiques qui sont derrière, mais on va calculer la probabilité qu'il a d'être à 95% que le taux attendu soit égal au taux observé. C'est-à-dire que si l'établissement se trouve entre les deux lignes bleues, on considère qu'en fait, il avait 95% de chances de se trouver là, et que s'il est hors de ces lignes bleues, ça veut dire que son taux observé est différent de son taux attendu, et que ce n'est pas forcément dû au hasard, toujours avec cette probabilité de 95%. Puisque effectivement, après, ça peut être, voilà, c'est ce que essaie de mesurer cet indicateur, la prise en charge dans l'établissement. Donc finalement, on se retrouve avec des établissements qui ont un taux observé proche du taux attendu, donc ils sont autour de 1 et ils sont entre les deux lignes bleues. Donc vous voyez que les lignes bleues, notamment quand il y a peu de patients, sont plus larges, puisque moins vous avez de patients, plus une atypie sur un patient peut vous toucher. Donc après, ça c'est une loi statistique assez générale. Plus vous avez de patients, moins l'aléa est présent. Donc c'est pour ça que vous avez des écarts plus importants quand le nombre de patients dans l'établissement est petit. Et donc en fait, ce qu'on va regarder et ce qui va nous intéresser, c'est surtout la ligne bleue du dessus. Donc vous avez les établissements qui ont un taux attendu et un taux observé très éloignés l'un de l'autre. Donc ils sont très loin de 1. Ça veut dire que le taux observé d'hospitalisation longue est beaucoup plus important que le taux attendu à partir des caractéristiques des patients. Et on considère que ce n'est pas dû au hasard avec cette probabilité de 95%. Et finalement, pour la rémunération, ce qui va se passer, c'est qu'on va rémunérer tous les établissements qui sont en dessous de cette ligne bleue, donc en haut. Donc tous les établissements dont le taux observé et le taux attendu sont proches, ou alors dont le taux observé est très en dessous du taux attendu. Voilà, donc ça c'est le principe de base. Donc vous voyez finalement qu'au niveau probabilité, c'est simplement être au-dessus, c'est avec une probabilité de 2,5%. On a affiché là, c'est 5%, mais c'est 2,5 en dessous, 2,5 en dessus. Donc les établissements qui sont au-dessus ont un taux observé très éloigné de leur taux attendu, et cela n'est pas dû au hasard, avec une probabilité voilà, qu'on met à 2,5%. Donc ça a été aussi l'objet de discussion dans les GT.
Une précision aussi qu'on n'a peut-être pas indiqué, le montant de la rémunération donc, dépend des résultats de l'indicateur et aussi est proportionnel à la taille de l'établissement et à ses recettes. Donc on n'a pas, pour garantir une proportionnalité du compartiment qualité, effectivement, selon les établissements. Alors les prochaines étapes sur IFAC, donc là il y a un arrêté IFAC, mais touchant, donc MCO, SSR, HAD, etc., et qui intégrera la psychiatrie, qui va être publié très rapidement, qui est prêt, qui attend juste d'être publié, et dans lequel seront listés justement les indicateurs, les modalités de calcul, les groupes. Ensuite le calendrier IFAC, donc les établissements de psychiatrie viennent s'intégrer dans un calendrier IFAC qui préexiste. Les dotations, elles sont calculées en fin d'année, donc en décembre 22, et en tout début d'année 2023, vous aurez communication de ces résultats. Il y a un document de restitution par établissement qui est fait par la TIG. Vous pouvez télécharger sur la plateforme Transfert. En 2022, donc ce résultat sera pris en compte aussi dans la valorisation du modèle à blanc, pour lesquels vous aurez donc tous les compartiments en mars, et ça intégrera donc les résultats de votre établissement au compartiment IFAC 2022. Pour IFAC 2023, juste peut-être dire un mot, puisqu'on travaille actuellement sur un nouvel indicateur développé par l'ATI, qui est le taux de suivi à 15 jours suite à une hospitalisation. Voilà, c'est des travaux qui sont encore en cours, il n'a pas du tout été acté que l'indicateur intégrait le modèle, mais voilà, les travaux portent cet indicateur qui apparaît intéressant et qui est, voilà, surtout, en tout cas, il y a consensus au sein du groupe technique sur l'intérêt de cet indicateur et le fait de le développer. Là, on est plutôt sur des sujets de qualité de la donnée et d'utilisation de la donnée pour avoir un calcul qui soit suffisamment robuste pour pouvoir être intégré au modèle IFAC. Dernier compartiment de financement qu'on souhaitait vous présenter, donc le compartiment nouvelles activités, qui est peut-être beaucoup plus simple à comprendre. L'objectif, c'est de financer des projets ou des modalités de prise en charge innovantes. C'est en gros les appels à projets qu'on connaît en psychiatrie, notamment le FIOP ou l'appel à projet autour de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est sur cette base-là qu'on va le structurer, le dimensionner dans un premier temps. On souhaite aussi, mais peut-être pas tout de suite, mais qui puisse intégrer aussi une enveloppe dédiée pour chaque région à des appels à projets régionaux spécifiques à la région de développement des activités de psychiatrie. La question qui va rester, sur laquelle on va devoir répondre, mais on a un tout petit peu plus de temps, c'est là on est sur du financement de nouvelles activités non pérennes, enfin, ou en tout cas qui s'inscrit dans du pluriannuel mais qui a une fin, et donc il va falloir qu'on réponde aussi à la question de la pérennisation. Il faut qu'on y réponde assez rapidement, notamment pour la première vague FIOP. Et ensuite, transformation, un compartiment qui a vocation à accompagner les actions donc restructurantes qui sont portées par les établissements. C'est notamment toutes les aides à l'investissement qui peuvent exister aujourd'hui dans le champ de la psychiatrie, des financements dédiés spécifiques autour de situations de difficultés financières, d'actions de restructuration qui nécessitent de l'investissement. C'est aussi là que l'on se dit qu'on portera des mesures spécifiques qui peuvent être allouées et qu'on souhaite piloter au niveau national au titre de mesures ou de plans de santé publique. Je pense notamment au plan de prise en charge du trouble du spectre autistique et des troubles du neurodéveloppement. On sait qu'il y a des mesures portées par la délégation interministérielle à l'autisme, des mesures qui sont portées sur le champ de la psychiatrie. Donc c'est typiquement, c'est vraiment ici qu'on pourrait mettre ces financements et en assurer le pilotage. Et oui, dernier compartiment, le compartiment de structuration de la recherche. L'idée, c'est d'initier une démarche d'accompagnement du développement de l'activité de recherche et de la coordination de l'activité de recherche en psychiatrie au sein des territoires. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vient financer la recherche en elle-même, l'activité de recherche. Pour ça, il y a des financements dédiés, les mairies notamment, mais c'est une dotation qui a vocation à financer la structuration de l'animation territoriale de la recherche. On sait qu'il y a des choses qui existent dans certaines régions. L'idée, c'est de les développer, de mailler le territoire avec tout ce type de structure de coordination. L'enjeu sera de faire en sorte que ces structures d'animation de la coordination créent du lien, soient rattachées d'une certaine manière à toutes les structures
qui existent déjà, notamment les GIRSI. On sait que c'est pas simple comme question, hein, parce que on a des écueils pour bien prendre en compte la spécificité de l'activité de recherche en psychiatrie. Pour autant, c'est l'ambition que l'on porte. Donc ces crédits sont délégués au niveau régional en fonction du nombre d'établissements autorisés en psychiatrie, et au sein de chaque région, il y aura une instruction qui précisera ces éléments-là. Au sein de chaque région, on encourage les appels à manifestation d'intérêt pour identifier les structures qui porteraient cette fonction d'animation territoriale de la recherche. Et là, c'est fini. Merci à tous.